Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Ceux qui parlent doivent avoir un casque. Radio Delta. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Et je suis très fier de trouver ça avant de me rendre compte que c'était la tête de Mickey en fait, ça a des chambres Disney. Voilà, mais bon, c'est quand même des grands blancs, hein. Disney était peut-être un peu franc-maçon sur les bords. Vous êtes bien sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Alors ce soir, nous avons un thème un peu particulier, puisqu'on a choisi de tenter de démêler les liens entre la franc-maçonnerie et les sciences de l'esprit. La franc-maçonnerie et, on va dire, les psychothérapies. Qu'est-ce qui se passe entre la démarche maçonnique, la démarche initiatique, et puis la psychothérapie en général, c'est-à-dire la démarche d'une forme d'introspection, de travail sur soi pour peut-être régler des problèmes. Et je ne veux pas m'avancer plus, je ne suis pas psychothérapeute, je laisserai ça à nos invités. Et on essaiera donc de démêler tout ça, de savoir s'il y a des ponts qui existent, si par exemple l'introspection qui est proposée par la démarche maçonnique et le travail sur soi en psychothérapie, c'est la même chose ou c'est pas du tout la même chose. Je vois notre Doc Raymond qui fait un signe de tête. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc on va en parler. Ça se voit moins bien à la radio. Oui, c'est pour ça que je l'ai écrit en fait. C'est pour ça qu'il y a Daniel Lebrun. On va parler d'inconscient, on va parler d'intuition, on va parler peut-être de transfert, pas du tout. Ils veulent pas parler de psychanalyse, tant pis, on parlera de symboles, on parlera de mythes, on parlera de totem et tabou. Totem et tabou, ça réunit tout le monde, ça, hein, je pense. Hein. Voilà. Alors, pour présenter ces nombreux invités, je vais laisser la parole à Jean-Laurent Turbet, que je présente. Jean-Laurent Turbet, l'incontournable blogueur maçonnique depuis la nuit des temps, depuis que Hiram a été quelque part assassiné. Oui. Eh bien, depuis qu'Hiram est sur Internet, depuis qu'il revit sur Internet. C'est très bien, mon frère. Alors, ce soir. Jean-Laurent, tu vas nous faire la présentation des invités de ce soir. Alors, nos invités de ce soir, tout d'abord, notre invité d'honneur, j'allais dire ce soir, qui nous vient de très loin, qui nous vient de Bordeaux. Non, pas de Bordeaux, je viens du Périgord. Oh là là, oui, qui vient du Périgord. Nous sommes donc deux Périgourdins ce soir autour de la table. Voilà. Alain Subrebost. Gilles à la technique et de Sarlat. Pareil. Alain Subrebost, écrivain, conteur, musicien, qui est également un site maçonnique, Gadelu Info, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Alain, on l'a déjà reçu, c'est un ami de Radio Delta, donc nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous ce soir, et je suis sûr qu'il saura nous conter, parce que c'est un conteur, ce qu'il comprend de la psychanalyse et de la psychologie, et surtout il a publié chez Détrade, dans la collection L'Aventure initiatique, un livre qui s'appelle L'Art royal révélé, avec comme sous-titre Le développement personnel symbolique. Alors on va parler de tout ça avec lui tout à l'heure. Et puis Marie-Françoise Blanchet qui est avec nous, Philippe Benamou, que vous venez d'entendre et qui a introduit l'émission, Frédéric Pierre-Izot, qui introduit la psychanalyse. Bonsoir, Frédéric. Jean-François Dossat, le pèlerin, qui est parmi nous et qui nous parlera de Montbéliard. Doc Raymond, son chapeau, ses lunettes et sa psychothérapie. Rachel et Yann, qui sont avec nous et qui nous donneront les questions des auditeurs. Bonsoir. Marie-Pascale Schuller et Viviane Bensoussan qui ne sont pas là. Marie-Pascale nous a fait parvenir sa chronique qui sera diffusée en direct ce soir. Et la chronique de Viviane, vous la retrouverez sur le podcast de l'émission. Tout à fait, Jean-Laurent. Elle nous le fera parvenir un peu plus tard. Celui qui dit tout à fait Jean-Laurent au lieu de tout à fait Thierry, c'est Gilles à la technique. Tout à fait, Gilles.
qui prépare toute l'émission, grâce à qui vous pouvez entendre une émission de qualité. Patrick Vidal, qui devrait normalement nous rejoindre. Bonsoir. Puisque à chaque émission, depuis au moins 4 émissions, nous annonçons Patrick Vidal et qu'il ne vient pas. Alors, c'est l'invité du soir, c'est l'inconnu du soir. Nous avons l'homme sans visage de Clément et nous avons l'inconnu du soir. Peut-être finira-t-il par venir. Je crois qu'il a été retenu par des inondations parisiennes, oui. Mais il pourrait venir. Mais il pourrait venir. Nous remercions le maître de Séan, qui restera une ombre mystérieuse ce soir, celui qui nous accueille chez lui pour cette émission. Et puis, bien entendu, last but not least, celui qui nous filme et celui grâce à qui vous pouvez voir quelques images de nos émissions, l'excellent Daniel Lebras, qui a sa caméra en bout de main. Et bonjour Daniel Lebras. Daniel. Bravo Daniel Lebras. Alors mon cher Alain, merci d'être venu de votre sud-ouest natal pour rencontrer les animateurs joyeux de Radio Delta. Et pour moi, c'était un plaisir de retrouver le phénomène. Parce qu'enfin, avouez, un homme qui est poète, écrivain, musicien, franc-maçon, et qui a des idées absolument extraordinaires, comme de fonder un monastère maçonnique laïque. Et en même temps, puisque c'est une expression à la mode, et en même temps, avec son complice Foucret, créer un site de rencontre entre les frères et les sœurs. Et alors, en lisant ce livre, j'ai été frappée, parce que habituellement, ici à Radio Delta, on entend Jean-Laurent nous parler doctement de ses grands amours que sont l'Antoine Oswald Wirth et René Guénon. Et alors j'avoue que là, ceux qui aiment le style de l'Antoine, Oswald Wirth et René Guénon, surtout qu'ils n'ouvrent pas ce livre, surtout pas. Ou alors en s'assurant qu'il y a un cardiologue tout près. Parce que là, ils vont être sacrément décoiffés. Le style de notre ami Subrebeau est un style qui s'adresse aux moins de 40 ans du XXIe siècle, qui leur parle, qui utilise des outils que nos jeunes, un peu moins de cadras, connaissent bien, et qui sont effectivement moins familiers aux vieux schnock dans mon genre. Et il y a plein de graphiques, de dessins. Je me suis dit que pour les premiers ou deuxièmes surveillants, ça serait bien parce qu'ils pourraient les utiliser comme ça en PowerPoint. Hein. Et ça fait des tenues de colonne d'un nouveau style. Et le découpage des chapitres me paraît intéressant. Il y a des questions, il y a des petits points d'humeur, etc. Il y a un grrr qui m'a beaucoup plu. C'est celui qui concerne les fameux sages d'un certain voyage et d'un certain degré, qui m'irrite passablement moi-même. D'abord parce qu'il n'y a pas de femmes dans la liste. Alors, quand même, il y en a eu des femmes sages dans le passé. Laurent, je te donne une claque. Et donc, et puis, tous ces gens-là, ce sont des créateurs de religions ou d'écoles de pensée assez fermées. Et effectivement, je partage ton grrrement. Quand je rentre dans une loge, en fait, je rentre dans un hologramme. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je rentre dans une forme comme une fractale, on va dire, de l'univers. C'est-à-dire que quand on est dans une loge, au-dessus de nous, d'une manière réelle, on a un ciel, on a une lune, un soleil. Ensuite, je rentre dans une loge, qu'est-ce que je vois ? Une représentation 3D de ce qui se retrouve au-dessus. Je regarde sur le pavé mosaïque et qu'est-ce que je trouve ? Une représentation en 2D de ce qu'on voit en 3D, de ce qu'il y a en réalité. Et ensuite, quand je rentre dans l'interprétation symbolique, je revois une représentation des archétypes intérieurs de chaque personnalité. Quand je rentre dans une loge, alors je peux m'identifier à des symboles, mais je peux m'identifier totalement, complètement à une loge. Quand je rentre dans la loge, je suis la loge. Je suis la lune, je suis le soleil, je suis le delta.
quand je segmente les choses, je les segmente pour pouvoir mieux les aborder, parce que les aborder d'une manière directe et globale, c'est extrêmement difficile, parce que on considère ça comme des formes opposées, mais pas du tout. Ce sont des formes complémentaires et qui coexistent en nous. Seulement, ce sont aussi des formes qui s'oublient, qui se maltraitent et qu'il faut apprendre à restaurer, à aimer, à respecter et à faire grandir. Peut-être pour présenter, moi j'ai lu le livre L'Art Royal Révélé. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce côté pratique, c'est-à-dire qu'il y a des exercices. Alors la question que je me posais, c'était est-ce que c'est des exercices qu'on doit faire tout seul dans son coin? Est-ce que c'est des exercices qu'on peut faire par exemple en comité d'apprentis? Quelle est la démarche qui vous a habité quand vous avez écrit ces exercices? Alors, il y a la première chose, c'est avant tout, je me méfie toujours des rites parce que tout ce qui est rituel comporte des mots. Et je me méfie des mots puisque les mots peuvent véhiculer des concepts, des valeurs. Et chaque fois qu'il y a des concepts, des valeurs, etc., il y a toujours des volontés de puissance ou ce genre de choses. Donc ça a tendance j'ai tendance à me méfier de ça. Alors, si on veut faire en sorte de transmettre quelque chose qui soit le plus libre possible, autant utiliser ce qui est le moins dogmatique. Le moins dogmatique, c'est les outils. Et donc, à partir de là, quand on parle d'outils, un outil, c'est fait pour être utilisé. Et donc, il y a une nécessité de pratique de base. Et seulement quand, à force de faire des conférences à droite à gauche, je me rends bien compte que finalement, personne ne sait vraiment comment utiliser une équerre, un compas. Personne ne sait vraiment comment se rapporter à soi-même la Lune, le Soleil, le delta, comment l'intégrer en soi. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, alors que nous sommes dans une structure, un système qui nous permet de nous développer réellement, c'est-à-dire de passer d'un état tel que je suis en arrivant à un état, j'espère, un peu plus amélioré, que l'on ne connaisse pas les outils et qu'on ne puisse pas utiliser les outils qui doivent être les conditions, à mon avis, fondamentales de notre progression. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier l'outil et comment se l'approprier d'une manière réelle. Il y a eu un trou, maçonniquement parlant, pendant lequel, je me souviens, il y a une dizaine d'années, ça a duré à peu près également une dizaine d'années, on se demandait où allait la maçonnerie et on ne savait plus trop qui on était et si on avait encore une utilité à exister. Je me rappelle que des frères m'ont dit à un certain moment, pourquoi est-ce qu'on existe toujours? Tout a été fait. Nos illustres prédécesseurs ont tout fait. Ça s'est terminé il y a un petit peu moins de 10 ans. Et la question que je te pose en complément de ça, c'est que est-ce que depuis quelque temps, ce qu'on a pu vivre à l'époque, qui était, on mettait comme domaine de surveillance, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des apprentis, à peu près n'importe qui, n'a pas un peu modifié, parce que moi, c'est ce que je ressens quand même désormais, c'est qu'on fait beaucoup plus attention, en fait, à qui va s'occuper des nouveaux-nés initiatiques, en fait. Hein. Et voilà. Donc, je me dis, est-ce que actuellement, aujourd'hui, on n'a pas quand même réagi, la franc-maçonnerie n'a pas réagi, quelles que soient les obédiences, et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes multi-obédientiels ce soir. Est-ce qu'on n'a pas réagi? Qu'est-ce qu'on ne va pas vers un mieux pour ça? Et je pense qu'on a énormément de livres qui sont, je pense, de la métamaçonnerie, ce que j'appelle la métamaçonnerie, c'est-à-dire une interprétation de la maçonnerie à partir de l'histoire, ou à partir de la psychanalyse, ou à partir de concepts qui sont extérieurs à la maçonnerie. Donc, on a un discours basé avec des outils extérieurs à la maçonnerie qui expliquent la maçonnerie, mais d'une manière, j'allais dire, d'une manière extérieure, voilà. Soit on flatte le passé glorieux de la maçonnerie, soit on flatte l'idéalisme. Dans les deux cas, finalement, le passé, le passé, il est passé, hein, c'est fini, hein, c'est l'ancien. Si on flatte l'idéalisme, l'idéalisme, c'est finalement quelque chose de très virtuel et finalement, c'est pas ancré dans la réalité. Et finalement, la pratique réelle, il y a très très peu d'ouvrages. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé d'écrire sur. En bon sens, on a un outil extraordinaire et il n'y a personne qui l'explique. Même quand on les vire, il n'explique pas comment se servir des outils. Il nous ouvre vers une démarche philosophique, spiritualiste de la maçonnerie, mais fondamentalement, il ne te dit pas « Ok, ton compas, ta lune, tu la rapportes à quoi ?» Vous ne trouvez pas ce genre d'ouvrage. Et alors, comment on fait pour vraiment utiliser d'une manière efficiente
l'endroit dans lequel on se trouve. Parce qu'une loge, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un endroit où on fait une réunion syndicale, et il y a des symboles, il y a un système, un process, comme on appellerait actuellement dans le système industriel, etc. Des rites et des rituels. Des rites et des rituels, et puis une logique systémique de l'ensemble, et qui permettent d'amener un individu à un état de développement particulier de lui. Si on ne fait pas ça, c'est même pas la peine. Autant aller acheter 3 boules de pétanque et puis aller s'amuser. C'est beaucoup plus sympa. Hein. Alors nous avons avec nous Doc Raymond qui est là, que j'ai en face de moi et qui a préparé pas mal de choses. Je vois sur la table des feuilles surlignées de jaune. Vous allez donc nous introduire le sujet. C'est quoi les liens qui existent ou qui n'existent pas d'ailleurs entre la franc-maçonnerie et la psychothérapie ? Alors, merci beaucoup pour ce titre à la fois clivant et provocateur qui a failli me rendre schizophrène, puisqu'étant et l'un et l'autre, je ne pouvais pas être où. Je suis désolé, je dois rappeler que c'était quand même un peu l'objectif. Gilles Latechnique qui avait préparé le sujet. Le où est celui d'être le meilleur ami et donc le meilleur ennemi. La grande question en fait derrière ce titre est double. Et finalement, cette question, la franc-maçonnerie est-elle une thérapie et nos thérapies sont-elles influencées par la franc-maçonnerie ? Même si la dualité est une des racines de notre vie psychique, il n'y a pas les initiés d'un côté et les malades de l'autre. Tous les profanes sont a priori initiables et tous les initiés ont des traits névrotiques. La franc-maçonnerie n'est pas une psychothérapie, d'ailleurs vous le savez tous, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ça dépend. Encore qu'à y regarder de plus près. Effectivement, on pourrait retrouver un certain nombre de points communs, de différences. Où est-on le plus libre de parler ? C'est essentiel chez le psy, c'est très réglé évidemment en loge. Cependant, le silence est de règle entre les deux situations, un seul parle à la fois. Alors, comme je sais que nous allons parler analyse ensuite, je voulais être un peu provocateur au départ, mais révéler quand même un vécu nécessaire à tous. C'est qu'en fait, le rituel est essentiellement de nature comportementaliste. Oui, bien sûr que les théories du conditionnement et du renforcement après Pavlov et Skinner, c'est-à-dire les théories stimulus, réponse et renforcement, sont effectivement, même si elles sont en désaccord avec les principes et les valeurs qui sont les nôtres, tout à fait opérantes à chaque moment du rite. Le cognitivisme aussi, puisqu'effectivement, notamment dans sa version Grande Loge, il s'agit de changer l'homme et ses représentations avant d'agir. Alors, bien sûr que les familles de thérapie ont un point commun avec le rite, mais effectivement, le rite ne ressemble pas aux thérapies et les deux démarches, surtout, sont fondamentalement différentes. Alors, on pourra en parler, j'imagine, tout à l'heure. Je voulais juste aussi, un peu par provocation, vous dire que le rite, effectivement, questionne tout ce qui est donc l'obsessionnalité, ce qu'on appelle les tocs aujourd'hui, les tic-tac-toc. Alors l'obsession est la clé, d'ailleurs, si on l'appelle tradition avec un grand T. Les rites de passage sont de même nature que les rites personnels. Ils sont obsessionnels. Pensée obsédante, commencer à l'heure, rester fidèle aux prescriptions, aux degrés, aux gants blancs obligatoires. Les compulsions, notion d'ordre, de rangement. Ne sommes-nous pas un ordre et ne nous mettons pas à l'ordre? Soumission à la transcendance avec une hypermoralité. Purification, loin du monde profane. Vérification du couvreur, obsession du contrôle par le vénérable. Nous sommes, bref, dans un laboratoire de l'humanité, et je pense que la question peut être effectivement aujourd'hui ainsi abordée. La franc-maçonnerie est-elle une thérapie ? Bonjour. Il y a un apport majeur à ce que devrait être la psychanalyse et ce que devrait être la franc-maçonnerie, c'est l'ironie christique, donc le dévoilement de l'autre par une parole qui est rude. Ça, c'est important et je crois que c'est le seul point commun qu'il peut y avoir entre la tradition initiatique et la tradition psychanalytique. Sans même aller dans le fond, on peut s'interroger déjà sur la façon, sur les paradigmes, pour être un peu plus pédant, dans lesquels nous évoluons. Il y a énormément d'asymétrie entre la psychanalyse en tant que telle et la pratique initiatique. D'une part, nous n'aimons pas nos patients, comme nous aimons nos frères. Je crois que ce distinguo, il est fondamental. La psychanalyse n'est pas un art fondé sur la fraternité. Nous ne recherchons pas la fraternité. L'amour que le patient peut croire porter à son psychanalyste n'est pas au psychanalyste, mais à ce que le psychanalyste peut représenter, de façon d'ailleurs fluctuante, pour le patient.
Nous ne sommes pas dans le domaine de l'illusion, mais nous sommes dans un monde particulier, un monde qui n'a pas vocation à d'ailleurs porter non plus à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Bien au contraire, nous enfermons les monstres des patients. Et nous vivons avec eux. Ces différences, elles sont fondamentales. Tous ceux qui ont pratiqué une cure analytique savent à quel point je ne parle pas ici de métaphore, mais j'enferme et je précise le réel, qui est celui qui se vit, et non pas qui s'éprouve, entre le psychanalyste et celui qui vient consulter, celui qui est en cure. Je ne confonds pas ce que vit mon patient avec ce que éventuellement je pourrais ressentir. A priori, je ne ressens pas. A priori, la neutralité bienveillante qui est la mienne lorsque je fais face à un patient ne m'autorise pas la simple possibilité de le considérer comme étant de l'ordre de celui qui est un miroir, pour reprendre le terme d'Alain. Il est souffrance. Comme je le dis lorsque je forme un jeune psychanalyste en didactique, que devons-nous faire? Soigner le patient. Quel est notre but? Soigner le patient. Que se passe-t-il très concrètement? Il vient avec une souffrance, il repart avec un peu moins de souffrance. Nous passons d'une souffrance névrotique à la souffrance du patient. La libération dont il est question, c'est celle qui lui permettra de faire un choix, mais un choix qui n'est pas celui que vivra l'initié. C'est la première chose. La seconde, très tranquillement, nous pourrons dire que là où la philosophie, même Michel Foucault, même Michel Foucault, s'adresse à l'homme. L'admirateur de l'ayatollah Khomeini. Nous en parlerons plus tard. Non, dire ça, c'est un peu comme dire que Jean aimait Pilate. Oui. Bon. C'est une private joke. Pour Jean et Pilate, oui, c'est une private joke. Là où la philosophie s'adresse à l'homme, là où la psychanalyse s'adresse à l'individu, la maçonnerie s'adresse aux sœurs ou aux frères. Encore une fois, ces différences, je reviens dessus, me semblent fondamentales. Nous avons une vie de famille en commun lorsque nous sommes en maçonnerie. Nous vivons, à l'instar de nos familles, des réunions de famille dans lesquelles nous partageons les mêmes valeurs, peut-être de façon différente, mais nous vivons avec un père, absent ou présent, c'est selon. Et puis, nous tentons de nous asseoir à la même table, de partager la même espérance d'une utopie familiale qui pourrait continuer à l'extérieur de ce banquet auquel nous sommes conviés. À ma connaissance, nous ne partageons pas de banquet de quelque nature que ce soit, sinon celui des monstres et quelquefois d'une espérance d'être de libération avec nos patients. Je pourrais filer d'autres métaphores qui nous amèneraient tout à comprendre qu'avant même de rentrer dans un langage technique qui ne grandit pas celui qui n'est pas spécialiste et qui ne grandit pas non plus celui qui l'est dans la vulgarisation. Je pourrais donc, pour reprendre ce que je viens de dire, je pourrais filer à l'envie et à l'ennui toutes ces métaphores, mais qui ne diraient au fond qu'une chose très simple, extrêmement simple, que je voudrais rappeler en préambule. Le secret maçonnique n'est pas le secret de l'analyse. Nous enfermons nos secrets et nous enfermons ceux du patient. Le psychanalyste, comme le psychiatre, est confronté à une quotidienneté de la souffrance et du mal par destination. Les personnes que nous voyons en face de nous vivent des vies difficiles, qui ne sont pas des illusions. Le psychiatre voit ce que nul ne devrait voir. Je crois qu'il y a peu de métiers dans le monde qui sont amenés à voir ce qu'un homme ne devrait pas voir. Peut-être militaire, soignant hospitalier, bénévole dans les actions caritatives, et puis soignant de la psyché. Je crois qu'il faut avoir l'humilité, pour ceux qui rentrent en maçonnerie, de savoir que ce n'est pas une démarche analytique, et puis aussi la joie de savoir, pour ceux qui sont dans une cure analytique, qu'un jour, quand ils seront apaisés, parce que nous ne promettons pas le bonheur, nous promettons l'apaisement, ils pourront frapper sereins à la porte du temple. Voilà, c'est un peu triste ce que je voulais dire, mais il y a une dernière très grande différence, c'est que moi, il n'y a pas besoin de croire au grand architecte de l'univers pour entrer dans mon cabinet, mais n'en déplaise à quelques-uns ici, quand on rentre dans ma loge, il vaut mieux croire au grand architecte de l'univers. Un souffle de folie s'abat sur la psychanalyse. Les femmes y sont d'emblée présentes. La fin du XIXe siècle voit le début de l'émancipation des femmes. Elles lisent, elles écrivent, elles prennent part activement au débat intellectuel. Elles ont profité de cette discipline en cours d'élaboration, elles s'y sont engouffrées, ont pris leur place, aussi parce qu'il n'y avait pas encore le plafond de verre à casser. Il y a eu d'abord Marie Bonaparte, je vous rappelle, l'arrière-petite-fille de Lucien, le frère de Napoléon. Marie Bonaparte était devenue princesse de Grèce et du Danemark par mariage. Elle ne s'est pas satisfaite de son statut de rentière dans le confort de sa vie de château. Elle s'est intéressée à la psychanalyse, a rencontré et consulté le grand psychanalyste de l'époque, un certain Sigmund Freud, pour comprendre ses névroses et sa frigidité.
Elle a suivi plusieurs années de psychanalyse, construisant avec son analyste des relations intellectuelles fortes. Marie Bonaparte a permis à Freud, juif, de quitter l'Autriche avec sa famille au moment de l'arrivée des nazis. Elle a traduit en français certains des textes de Sigmund Freud. Elle était sa porte-parole, contribuant à la diffusion de sa pensée et de ses théories. En 1926, elle a été parmi les membres fondateurs de la Société psychanalytique de Paris et de la Revue française de psychanalyse. Marie Bonaparte a involontairement soufflé des graines d'inspiration au sculpteur Brancusi. Le bronze poli, intitulé Princesse X, a été fini en 1916. Il a d'abord été exclu du salon d'Antin, puis du salon des indépendants. Il a finalement été réintroduit grâce à la pétition des copains de Brancusi. La sculpture était considérée comme obscène. Il faut dire, elle ressemble à un magnifique sexe d'homme. Brancusi a expliqué, il s'est rétracté, il a dit c'est pas ça du tout, c'est une femme assise, se regardant dans un miroir comme le faisait Marie Bonaparte, semble-t-il. Il n'avait pas beaucoup d'affection pour elle lorsqu'elle mangeait. Et il disait cette structure représente l'objet du désir féminin, la vanité. Je vous laisse regarder, c'est magnifique. Marie Bonaparte a été passeuse de savoir. Mélanie Klein, même époque, née en 1882, était d'origine autrichienne. Elle était médecin, elle s'est spécialisée en psychiatrie, elle s'est initiée à la psychanalyse. Elle ne s'est pas contentée des schémas de référence du grand Sigmund Freud. Mélanie a publié des travaux sur la psychanalyse de l'enfant, sur la fonction maternelle, sur ce qu'elle a appelé le matricide spirituel de la relation du nourrisson avec sa mère. Elle a conceptualisé une authentique pensée psychanalytique faisant encore référence, semble-t-il, aujourd'hui. C'était largement controversé à l'époque. Même époque, il y a eu Karen Horney, née en 1885. C'est une psychanalyste hollandaise. Cette femme a également su élaborer une réflexion originale, remettant en question les théories freudiennes et insistant sur l'importance des relations entre mère et fille. Elle expliquait que la construction des femmes ne se faisait pas uniquement sur la frustration de ne pas avoir de pénis. Et oui, c'était un bilboquet bizarre qui dérangeait les gens qui n'en avaient jamais vu d'aussi étrange. Certes, il était très classique, un pied en bois tourné, duquel sortait une ficelle jaune un peu usée, et au bout de laquelle une grosse boule en bois sombre pendait. Mais ce qui surprenait, c'était la pointe du bilboquet et l'étroitesse du trou de la boule qui rendait à première vue impossible de faire rentrer la pointe dans le trou, ce qui constitue, il faut bien le reconnaître, tant l'objet est, la seule destination du bilboquet. Petit n'avait pas eu le droit d'y toucher, pendant longtemps, trop dangereux, surtout dans la maison. Ou alors tu vas dehors, lui criait sa mère. Et tu le fais tout seul, loin des pots et des géraniums et des fenêtres. Tu vas casser des miroirs. Attention au vase, laisse donc ce bilboquet, c'est celui de ton père. Joue plutôt avec le petit, le rouge, celui qu'on t'a acheté au salon de l'enfance. Le petit bilboquet en plastique rouge marqué Coca-Cola, écrit en italique à l'ancienne. Et bien sûr, tout obstiné qu'il était, c'était l'autre que Denis voulait. Le gros, le en bois, celui de papa, celui que son père avait tourné dans l'atelier accolé à la maison de Normandie. L'autre, c'était pour les filles, disait-il, et puis c'est trop facile, et puis il est trop léger, comme ça, en plastique, et puis il n'y a pas de tige, et la boule n'a pas de trou, juste une boule en plastique reliée par une ficelle à un petit gobelet en plastique. Alors je sais ce que vous dites, messieurs les psys. Je devine ce que vous pensez à l'instant, comme nos auditeurs d'ailleurs. Le bilboquet, le père, le phallus, le trou, la boule, la mère. Bon, mais rien de tout ça n'avait jamais germé dans la tête du pauvre gosse qui essayait juste de s'amuser un peu en essayant d'enfiler la tige du bilboquet de son père dans la grosse boule en bois marron qui ressemblait aux brioches que sa mère rapportait du marché le dimanche matin, après la messe. Arrête encore avec bilboquet, tu m'agaces, tu ferais mieux d'aller faire tes devoirs, lui répétait sa mère dès qu'il s'approchait de l'étagère de la bibliothèque du bureau où trônait l'admirable engin. Ne touche pas au bilboquet de ton père, tu vas encore le mettre en colère. Et Denis, désœuvré, passait et repassait devant le bilboquet avec dans sa paume cet étrange fourmillement qu'on appelle désir. Un jour, la ficelle cassa. Mais heureusement, ce n'était pas Denis, mais Pierre, son frère aîné, qui opérait au bilboquet paternel.
Pierre tentait pour la 10e fois le grand chelem, qui consistait à mettre la boule 30 fois de suite, sans même prendre le temps de respirer. Denis n'y était jamais arrivé. Et pourtant, il s'était entraîné longtemps, en cachette. Mais dès qu'il se disait « ça y est, ce coup-là, c'est bon, je le tente », il appelait son frère, il sortait au fond du jardin pour tenter le grand chelem, mais au bout de 3 ou 4 coups, son geste devenait moins précis, la main tremblait, des sueurs l'envahissaient, ses forces l'abandonnaient, et le coup partait avant même que la boule se soit immobilisée au bout de la ficelle jaune. Le tout, bien entendu, devant son frère Hilar, qui le traitait de couille molle, de petite bite et de minus. Le livre qui nous a servi un petit peu de fil conducteur ce soir, L'art royal révélé, le développement personnel symbolique, aux éditions d'Etrade collection L'aventure initiatique d'Alain Subrebost, ici présent, et qui... Oui, non seulement il faut le lire, bon bien sûr il faut l'acheter, mais il faut le lire, et puis il faut l'utiliser. Voilà. Soit pour soi, soit avec des apprentis, des compagnons, des maîtres. Je pense qu'on peut faire des ateliers Subrebost partout en France. On peut faire des ateliers Subrebost. Et alors, on n'a pas eu le temps de parler, parce que je l'avais annoncé dans l'émission, on n'a pas parlé de ce beau projet de monastère laïque, mais il y a un site internet. Tout à fait, le monastèrelaïque.com. Voilà, le monastèrelaïque.com, sur lequel je suis allé voir tout à l'heure. On trouve beaucoup d'informations. Alors, Jean-Laurent, je crois que vous avez un CD. J'ai dans les mains un CD musique pour initiation. Alors, je pense que c'est un premier volume, puisqu'il s'appelle L'apprenti. Donc, je pense qu'un deuxième suivra avec compagnon et le troisième avec maître. Quel esprit, hein, pour ouvrir ça. C'est de Freddy Petit. Et donc, il y a une douzaine de musiques. C'est la musique du CD. Vous pouvez le trouver, on vous donnera toutes les coordonnées sur le site de Radio Delta, deltaradio.fr. Oui, Jean-Laurent, toutes les coordonnées seront communiquées sur le site deltaradio.fr. Voilà, le CD est actuellement filmé par Daniel. C'est un CD qui contient tout un tas de musique pour tout un tas de types de cérémonies, initiation et ainsi de suite. Je l'ai écouté, Freddy Petit nous l'a envoyé très gentiment, et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui peut être utile à n'importe quelle formation qui est par exemple mettre de la musique dans sa loge.